Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel octogone. On l'ouvre bien sûr sur le tremblement de terre au Maroc. C'est un des tremblements de terre les plus dévastateurs qui soit jamais survenu dans l'histoire du pays. Donc 6,8 sur l'échelle de Richter. Vous savez, l'échelle de Richter, ça mesure l'énergie libérée. Et je crois comme ça, à la louche, que c'est de l'ordre de 200 terajoules, ce qui vous donne à peu près 3 bombes d'Hiroshima en kilotonnes de TNT. Vous savez, la puissance des bombes d'Hiroshima, enfin de la bombe d'Hiroshima, c'est mesuré en kilotonnes de TNT. Et c'était 15 kilotonnes. Donc on est de l'ordre de 50 kilotonnes de TNT qu'aurait explosé dans le sous-sol marocain. En équivalent énergie libérée, très fort heureusement, l'épicentre n'était pas à la verticale d'une très grande ville. Et en l'occurrence, l'épicentre était profond. Le foyer plutôt était profond. Et donc, on a quand même eu un tremblement de terre dévastateur avec plus de 2500 morts à l'heure où j'enregistre cet octogone. Donc évidemment, toutes nos pensées vont au Maroc. Il y a toute une réflexion sur ces sujets-là, puisque dernièrement, sur le plan géopolitique, le Maroc a refusé en quelque sorte, c'est plus compliqué que ça, mais refusé une aide de la France. Libération en a fait une qui a été très très mal vue par le Maroc, à raison d'ailleurs. Cependant, l'Algérie a offert de l'assistance et là, le Maroc a accepté. Donc, en un sens, si ce tremblement de terre pouvait réaliser le concept de la théodicée de Leibniz, vous savez, c'est le grand débat entre Voltaire et Leibniz. Voltaire s'était foutu de la gueule de Leibniz dans Candide avec son idée « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Et le professeur Pangloss qui représentait Leibniz, mais Leibniz avait dit tout ce qui arrive de mal dans ce monde va engendrer un bien plus grand, en particulier les phénomènes naturels. Et à l'époque, Leibniz avait cité le tremblement de terre de Lisbonne qui avait rayé la ville de la carte, mais qui, et là Leibniz ni Voltaire non plus ne pouvaient pas le savoir, avait accéléré l'indépendance du Brésil, ce qui en effet avait engendré un bien plus grand. Je ne veux pas verser dans l'angélisme en me disant que comme ça, quelques jours après cet événement catastrophique, on peut comme ça rêver qu'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, qui semble de plus en plus imminente autrement, puisse être avertie, comme on dit en anglais. Mais bon, c'est au minimum un petit phénomène, un signal faible que l'on voit. Et je voulais ouvrir cet octogone sur ce signal faible, même si rien ne permet en effet de pronostiquer que les tensions entre l'Algérie et le Maroc vont complètement disparaître dans les décennies à venir. Quoi qu'il en soit, toutes nos pensées pour le Maroc. Dans le reste du contexte, vous avez bien sûr la guerre en Ukraine. Je voulais ouvrir cet octogone là-dessus. Ça y est, alors j'essayais d'être un petit peu plus réservé, donc notamment sur la question de l'assassinat de Prigojine. Bien entendu, pour les personnes qui n'auraient pas vu mon interview avec Alexandre Robert, partez du principe que je me suis trompé, que ce n'était pas une maskirovka. C'est en tout cas ce que j'ai ouvert avec cette excellente interview, parce que Alexandre Robert est vraiment très intéressant. Je vous conseille d'aller la voir, elle est dans la section directe de ma chaîne. Cependant, pile au moment où je fais mon mea culpa en disant non, je me suis gouré, on a le colonel Beau qui dit pas si vite, il reste une possibilité non négligeable que les services occidentaux soient intervenus, au point que Zelensky a jugé bon de déclarer immédiatement qu'il n'était pas responsable. Donc c'est encore plus nébuleux. Je ne peux que vous rappeler cette éternelle boussole pour comprendre la géopolitique russe, à savoir la citation de Winston Churchill: la Russie est un rébus enveloppé dans un mystère au sein d'une énigme. Et l'affaire Prigojine, l'affaire Wagner semble absolument aller dans ce sens. Cependant, ce qui est confirmé, ce sur lequel j'avais encore quelques réserves, c'était les chiffres avancés par le colonel McGregor, qui était conseiller de Donald Trump, et qui les avance, dit-il, selon les images par satellite des nouveaux cimetières réunis et établis en Ukraine. Et d'après ces images, disait-il, le nombre de morts dans la guerre ukrainienne serait de l'ordre de 500 000, ce qui signifie qu'il y a au moins autant de blessés. C'est un ratio de 1 à 3 entre les morts et les blessés dans les conflits contemporains. Donc vous devez considérer qu'il y a au moins autant de blessés. C'est évidemment une catastrophe. Je vous rappelle la situation en Ukraine. Depuis 2014, les États-Unis ont fait croire à l'exécutif ukrainien qu'ils pouvaient asticoter la Russie et gagner dans un conflit, et même mener une escalade, en particulier sur la question des russophones du Donbass, mener une escalade, réduire les droits des russophones, etc., et que ça ne mènerait à aucune conséquence dramatique pour l'Ukraine, ou en tout cas que si ces conséquences devaient être militaires, l'Ukraine pourrait gagner le conflit avec l'appui de l'OTAN. Bien sûr, l'Ukraine n'est pas idiote, elle savait très bien qu'elle ne pourrait pas gagner ce conflit seule. Mais il s'avère que, comme on dit dans la chose militaire, les amateurs parlent de stratégie, mais les professionnels parlent de logistique.
Et l'OTAN a nécessairement une logistique très inférieure à la logistique russe dans le conflit ukrainien, puisque la Russie partage une frontière avec l'Ukraine, et l'OTAN, certes, partage une frontière via la Pologne et la Roumanie avec l'Ukraine, mais bon, de là à pouvoir ravitailler depuis les grandes usines américaines, c'est pas du tout évident. Et aujourd'hui, la logistique fait que les Russes tirent 10 fois plus de pièces d'artillerie, d'obus d'artillerie que les Ukrainiens, et qui sont en train de gagner cette guerre, et qu'on est à 500 000 morts côté ukrainien. Alors maintenant, bien entendu, les Russes ne l'ont pas gagné aussi magistralement qu'ils auraient pu. Aujourd'hui, plus ils jouent, plus ils gagnent en tout cas, plus la guerre se prolonge, plus ils gagnent. On a même Anthony Blinken qui a admis qu'il faudrait négocier. Alors il l'a admis avec toute la diplomatie qui caractérise les néoconservateurs, dont il est, avec Victoria Nuland, à savoir, nous serons là à la table des négociations avec l'Ukraine contre la Russie. D'accord, mais il y a un an, vous n'envisagiez même pas de négocier, c'était une bataille à mort. Et pour l'instant, on va y revenir dans le reste de l'Octogone, ce sont les Russes qui décident quand la négociation se fera. Parce que toutes les sanctions ont déjà eu lieu, la pression médiatique et diplomatique est déjà à son apogée. Donc les Russes aujourd'hui ont toute l'initiative dans cette situation. Et ça signifie qu'ils pourraient tout à fait décider de maintenir ce conflit pour encore un an, puisque de toute façon, s'il y avait un gel du conflit, aujourd'hui, ce serait, comme avait dit, je ne sais plus si c'est Joffre ou Foch, qui avait dit au traité de Versailles en 1919, c'est une trêve pour 20 ans, et c'était tout à fait exact, puisque en 1939, la Deuxième Guerre mondiale commençait en Europe. Mais là, si jamais on a un gel du conflit, ce sera une trêve pour 10 ans. Mais le conflit recommencera, de toute évidence. Donc les Russes pourraient être tentés de se dire on a pris les armes pour aller jusqu'au bout et de neutraliser complètement l'Ukraine. Et aujourd'hui, si jamais les Russes décidaient de faire cela, je ne vois pas ce qui pourrait les empêcher de le faire, à part une intervention des autres membres des BRICS, à part une intervention de la Chine, ce qui est très peu probable puisque la Chine se prépare à une invasion de Taïwan, ou une intervention de l'Inde, ce qui serait beaucoup plus probable, d'autant que l'Inde a tout intérêt à jouer sur les deux tableaux, comme elle l'a montré entre le G20 et les BRICS, G20 auquel Vladimir Poutine n'a pas participé, ça aussi, on va y revenir. Donc la contre-offensive ukrainienne, alors dans ce contexte, on a aussi les attaques qui s'accélèrent sur Elon Musk, des attaques coordonnées aussi bien du Parti démocrate que des médias dominants comme CNN, qui accuse Elon Musk d'avoir, je cite, saboté une opération en Ukraine. Saboté, c'est le terme que Anthony Blinken a utilisé, alors que la réalité des faits, c'est que Elon Musk a refusé d'activer, non pas qu'il a désactivé, comme certains l'ont dit, mais Elon Musk a refusé d'activer Starlink, qui aurait permis de guider des drones sous-marins ukrainiens vers la flotte russe ancrée à Sébastopol. L'ambassadeur de Russie aux États-Unis avait fait savoir à Elon Musk que ce serait considéré comme un acte de guerre et la Crimée est dans la doctrine russe considérée comme du territoire russe. Cela signifie que les Russes se réservent le droit d'utiliser l'arme nucléaire si jamais ce territoire national, pour eux, est attaqué. Et donc, on peut tout à fait dire qu'Elon Musk a empêché une guerre nucléaire. C'est tout à fait raisonnable de dire une chose pareille, même si on peut se poser la question. Maintenant, quand vous avez utilisé votre ambassadeur pour dire nous sommes disposés à utiliser l'arme atomique si jamais le territoire criméen est attaqué, et évidemment la flotte russe à Sébastopol est dans le territoire criméen, si vous ne mettez pas vos menaces à exécution, vous passez pour un idiot et vous réduisez la crédibilité de votre appareil dissuasif. C'est quelque chose que les Russes n'auraient certainement pas fait. Donc il est tout à fait envisageable vraiment que les Russes eussent pu déployer l'arme nucléaire, même tactique comme on dit, mais bon, ça reste une arme nucléaire, sur l'Ukraine bien sûr, pas sur un membre de l'OTAN, si jamais il y avait eu une telle attaque sur la Crimée. Donc Elon Musk a eu tout à fait raison de ne pas activer, et même préventivement, il n'avait jamais activé Starlink sur cette zone, même si il a offert gratuitement Starlink aux Ukrainiens, et il a aidé l'effort de guerre ukrainien. On ne peut absolument pas accuser Elon Musk d'être pro-russe. D'ailleurs, pendant très longtemps, il craignait un assassinat des Russes pour avoir détruit la compétitivité de Soyouz dans les lancements spatiaux. Donc c'est tout à fait injuste ce qui est fait contre Musk. Ça revient bien sûr à son rachat de Twitter. Et aujourd'hui, donc, on voit des attaques très coordonnées. Alors d'une part CNN, Anthony Blinken. Il y avait eu des attaques antérieurement pour essayer de faire passer Elon Musk pour un raciste pro-apartheid, ce qu'il n'a jamais été. D'ailleurs, il a été déserteur de l'armée sud-africaine parce qu'il ne voulait pas aller dans l'armée de l'apartheid. Et on a dit que son père avait une mine d'émeraude et que Elon Musk en avait bénéficié. C'est complètement faux. Elon Musk n'a
n'aurait jamais bénéficié de cette fameuse mine. Il est parti au Canada avec très peu d'argent et beaucoup de ses biographes l'ont confirmé. Jamais il n'a tapé son père là-dessus. Donc c'est vraiment une machine à dénigrer sur Musk qui se déploie. Et bien sûr, au sommet de cette machine à dénigrer, on a l'Anti-Defamation League, qui est donc un lobby communautaire aux États-Unis, mais qui est de moins en moins bien vu, en particulier par la communauté juive aux États-Unis, laquelle d'ailleurs a beaucoup voté Trump, et l'Anti-Defamation League était pas trop pro-Trump. Donc l'Anti-Defamation League, qu'est-ce que c'est ? C'est un lobby d'influence, mais dont l'histoire remonte à la mafia juive. C'est quelque chose qui est assez normal, puisque la mafia italienne avait fait tout à fait pareil, et la mafia irlandaise aussi dans une moindre mesure, mais la mafia italienne avait créé des groupes d'influence pour redorer le blason de la communauté italienne aux États-Unis, des Italo-Américains, notamment face à la commission Kefauver qui avait révélé l'existence du crime organisé italien aux États-Unis près de 60 ans après son apparition réelle. Et l'ADL a fonctionné de la même façon, et c'est pour ça qu'elle n'est pas si bien vue de toute la communauté juive aux États-Unis, qui lui préfère en général l'AIPAC, qui est beaucoup mieux organisé, mais beaucoup moins connoté, avec des origines mafieuses comme l'ADL. Et donc vous avez des Israélo-Américains, je pense notamment au docteur Eli David, qui au passage a été un très très courageux anti-covidiste et qui est aussi un chercheur en intelligence artificielle remarquable, qui lui s'est opposé complètement à l'ADL, pareil pour Efrat Phoenixon, etc. Donc l'Anti-Defamation League n'est pas du tout aussi soutenue unanimement par la communauté juive aux États-Unis. Mais en attendant, l'Anti-Defamation League a laissé entendre, via d'autres relais d'influence comme l'Institute for Strategic Dialogue, que Elon Musk, non pas lui-même était antisémite, puisque l'Anti-Defamation League, malgré toute sa véhémence, a bien fait un communiqué pour dire qu'elle ne le déclarait pas, ce d'autant plus que Elon Musk les attaque en justice, donc je le comprends tout à fait. Mais elle a affirmé péremptoirement, que Twitter était davantage antisémite depuis son rachat par Musk, ce qui, selon Musk, équivaut à la même chose. Quoi qu'il en soit, les coups de pression de l'Anti-Defamation League ont fait perdre 60% du chiffre d'affaires à X. Cependant, X continue à gagner plus d'argent, c'est assez paradoxal. C'est le chiffre d'affaires potentiel qui est perdu, certes, mais d'abord, il y a eu les licenciements massifs des censeurs pro-FBI, ça a été démontré par les Twitter Leaks. Mais d'autre part, Twitter a exécuté son programme de partage de revenus. Et ça, c'est tout à fait remarquable. C'est-à-dire que ce qui n'a jamais été fait par Twitter, maintenant X, depuis qu'il existe, à savoir partager les revenus publicitaires avec les créateurs de contenu, a été fait quelques mois seulement après le rachat de Musk. Et malgré cette perte de chiffre d'affaires, ce partage de revenus est toujours effectif. Donc ça modère un petit peu le coup de pression que l'Anti-Defamation League a mis. Mais en réalité, c'est un coup de pression coordonné. On a le Parti démocrate qui a laissé entendre, qui a même affirmé que SpaceX était discriminatoire, alors qu'en réalité, SpaceX ne faisait qu'appliquer les lois définies par le Pentagone et les directives définies par le Pentagone, à savoir ne recruter que des citoyens américains pour SpaceX, puisque c'est une entreprise stratégique. Et on voit donc une mauvaise foi absolument colossale, puisque d'un côté, vous voyez Blinken qui vient dire qu'Elon Musk a empêché une opération stratégique de l'Ukraine en agissant sur SpaceX d'une part, ou en tout cas en posant une doctrine sur cette société qui lui appartient, et il est de son plein droit de poser la doctrine que SpaceX n'activera pas le réseau Starlink autour de la Crimée. Et d'autre part, on lui dit que l'entreprise n'est pas assez stratégique pour discriminer, alors que c'est ce que le Pentagone lui avait imposé verbatim. Donc c'est vraiment une campagne de dénigrement massive tournée vers Musk. On lui avait attribué des frasques sexuelles qui étaient complètement bidons. On lui avait attribué du racisme dans les usines Tesla. C'est le Los Angeles Times qui avait lancé ces accusations complètement folles. Et il s'est avéré que le propriétaire du Los Angeles Times était un mania des batteries qui n'avait pas fait affaire avec Elon Musk. De là à envisager qu'il y ait eu une vengeance par médias interposés, tout est possible. Donc en tout cas, on voit que on a le Parti démocrate qui dit qu'Elon Musk est un traître à l'Ukraine. Bon, d'abord, ce n'est pas son pays, il n'a pas de compte à lui rendre. Et ensuite, qu'il discrimine à l'embauche chez SpaceX en n'embauchant pas des non-américains. C'est tout à fait fantaisiste et grotesque comme accusation, mais je voulais vraiment ouvrir là aussi cet octogone là-dessus. D'ailleurs, dans le même contexte maintenant, puisqu'on parle de consortium médiatique, on a le groupe Altis qui boit la tasse d'une façon absolument sale. Alors je vous rappelle que si on veut prendre des comparaisons historiques, le groupe Vivendi qui ensuite a été acquis par Bolloré,
Le groupe Vivendi, en 2002, était à quelques mois de la cessation de paiement, était dans une situation absolument dramatique, était en train d'être redressé en toute hâte avec des interventions, notamment de Goldman Sachs. Et à l'époque, ils avaient quelque chose comme 27 milliards de chiffre d'affaires pour 12 milliards de dettes. Aujourd'hui, le groupe Altis, c'est 60 milliards de dettes, donc c'est 5 fois plus. Et par contre, son chiffre d'affaires est de l'ordre de 12-13 milliards. Donc, c'est pas du tout sérieux. C'est-à-dire que c'est une société zombie. Et comme l'avait très bien expliqué Didier Maisto dans ses différentes enquêtes sur le groupe Altis, il avait interviewé un témoin qui disait le groupe Altis est déjà en faillite. Simplement, il est financé par des fonds opaques qui transitent par des paradis fiscaux. C'est sans doute illégal puisqu'il y a des lois en France sur le financement des organes de presse. Ça fait des années que le groupe Altis est maintenu à flot de façon complètement artificielle avec ses capitaux opaques, pour une seule raison, parce qu'il influence les élections, et parce qu'il est un pilier de la Macronie, parce que de tous les groupes médiatiques importants en France, le groupe Altis est de loin le plus influent, avec RMC, BFM TV, etc. Et donc, aujourd'hui, le groupe Altis se révèle pour ce qu'il a été depuis 10 ans, à savoir une société zombie, maintenue avec une dette absolument ingérable, et en plus, cerise sur le gâteau, Patrick Drahi, ad hominem, est visé par une enquête du fisc genevois qui lui reproche un manque à payer fiscal en Suisse. Il faut le faire quand même, parce que la Suisse a un système d'imposition qui est tout de même assez ouvert. Eh bien, c'est 7 milliards 500 millions de francs suisses qui pourraient devoir être payés par Patrick Drahi en Suisse, cependant que son partenaire et cofondateur du groupe Altis, Armando Pereira, au Portugal, est assigné à résidence dans une enquête pour corruption. Donc, les choses avancent, mais je veux dire, c'est quand même scandaleux que les médias de grand chemin n'en aient pas parlé plus tôt. Le groupe Altis est un montage scandaleux qui a une influence indue sur la politique française, qui est une menace grave pour la démocratie, et sa situation financière ne justifie absolument pas qu'il fût en état d'avoir des ondes et de diffuser des opinions, de soutenir des candidats politiques. D'ailleurs, BFM TV est à vendre, donc la situation est bien ce qu'elle est. Maintenant, dans l'aspect politique, on doit parler un petit peu des BRICS parce que ils ont annoncé donc des Jeux Olympiques. Vous savez que dans le grand mouvement de racisme anti-russe qu'il y a eu, où on a des athlètes russes qui ont été interdits de concourir à certaines épreuves, même des championnats du monde. On a une athlète ukrainienne qui a refusé de serrer la main à sa compétitrice russe qu'elle avait pourtant battue à l'escrime. Eh bien, elle avait été disqualifiée, mais pression politique avait été faite sur cette athlète russe en l'occurrence, qui avait donc gagné d'après le règlement, puisque si vous ne serrez pas la main d'une autre athlète, même si vous l'avez battue, vous êtes disqualifié. Eh bien non, la politique était intervenue pour enlever cette décision. Donc on voit que le racisme anti-russe, alors vous savez que même Dostoïevski ou Tchekhov avaient cessé d'être enseignés. C'est du racisme, on peut dire les choses autrement, c'est du racisme pur et dur, c'est quelque chose qui est scandaleux. Bien sûr, on a eu un mandat d'arrêt international complètement pété contre Vladimir Poutine, alors que Barack Obama, Edward Snowden l'a révélé, est un criminel de guerre, selon en tout cas les conventions internationales. Donc toutes ces choses-là sont amusantes, mais un média indépendant comme le nôtre doit quand même rapporter ce fait. Et donc, diplomatiquement, Vladimir Poutine a organisé des Jeux Olympiques des BRICS qui vont avoir lieu juste avant les Jeux Olympiques d'été à Paris, spécifiquement pour capter l'attention avant eux. Donc les BRICS vont y participer. Tout ça va dans le sens de choses dont je vous avais parlé, c'est-à-dire que les BRICS vont tôt ou tard concurrencer l'ONU, dont le siège est à New York. C'est tout de même quelque chose d'impertinent, quoi. Les États-Unis ne sont pas un facteur de paix, ne sont pas un pays neutre. Certes, il y a un siège de l'Organisation des Nations Unies à Genève, mais bon, la Suisse a démontré sa non-neutralité à plusieurs reprises. Notamment dans le conflit ukrainien. Puis de toute façon, la Suisse a acheté des F-35. Vous ne pouvez pas être neutre quand vous avez acheté des F-35. C'est aussi simple que cela. Donc, il faudrait que le siège des Nations Unies fût dans un pays réellement neutre. Mais existe-t-il encore de tels pays ? Les BRICS, en tout cas, pourraient être tentés de concurrencer les Nations Unies. Je pense que c'est inévitablement ce qui va se produire. Et le fait d'organiser des événements athlétiques qui ont, on le sait, un grand pouvoir diplomatique, va totalement dans ce sens. Dans le contexte aussi de cet octogone, je voulais souligner le décès de Marcel Boiteux, un très grand personnage, un très grand serviteur de l'État français. C'est lui qui est l'architecte du réseau nucléaire français, de Framatome et d'EDF. Et le pauvre, il est mort plus que centenaire.
Et il a dû vraiment passer les 20 dernières années de sa vie dans une souffrance politique et industrielle très grande, puisque son œuvre faramineuse a été complètement détruite. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF, qui a vu comment, face à la pression américaine, face aux trahisons industrielles françaises, on se rappelle de la revente de la TECOR, de Gemalto et d'Alstom, l'indépendance énergétique de la France a été détruite sous une pression conjointe de l'Allemagne et des États-Unis, avec tout un réseau de hauts fonctionnaires collabos, on ne peut pas dire les choses autrement, qui ont ravagé l'héritage de Marcel Boiteux. Alors Marcel Boiteux, avec l'équivalent de seulement 100 milliards sur une période beaucoup plus grande, quand vous pensez que le programme d'énergie propre allemand, c'est 500 milliards et que les Allemands continuent à utiliser leurs centrales à charbon, et le réseau à charbon même de pays limitrophes comme la République tchèque. On se rappelle que l'inénarrable oligarque Daniel Kretinsky, qui porte définitivement bien son nom et qui possède beaucoup de médias en France, dont des titres qui perdent de l'argent comme Causeur, lapsus révélateur comme franc-tireur, c'est assez dur de savoir qui possède quoi, mais c'est franc-tireur qui est encore moins est respectable et couronné de succès ou d'insuccès que Causeur. Mais Kretinsky a fait fortune dans le charbon et c'est les mêmes centrales à charbon que l'Allemagne utilise aujourd'hui. Donc Boiteux, lui portait mal son nom, contrairement à Kretinsky, parce que le système énergétique qu'il avait établi pour la France était remarquable. Et puis c'était vraiment créateur d'emplois, les chaudronneries du Creusot pour les réacteurs nucléaires français. Le seul peut-être reproche qu'on aurait pu lui faire, c'est que c'est en effet sous sa direction que la France a définitivement abandonné la filière thorium. Ça, bien sûr, c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, on voit que la Chine investit massivement dans cette filière et qu'elle offre une compétitivité énergétique majeure à la Chine. Mais dans l'ensemble, Boiteux a été un maestro absolu de la politique énergétique française et la compétitivité énergétique française était de très loin la meilleure de l'Union européenne. Pour cette raison, donc c'est assez horrible de voir qu'on a détricoté son héritage superbe au profit évidemment d'une collaboration avec des intérêts étrangers, mais on a liquidé les intérêts énergétiques de la France. Donc je voulais fermer cette introduction, cette ouverture de l'Octogone par cet hommage à cet immense serviteur de l'État qu'aura été Marcel Boiteux. Alors ensuite, plongeons dans l'actualité plus en détail. On va commencer par les États-Unis. Washington déclarait le 30 août que l'élargissement des BRICS était un signal d'alarme. Enfin, puisque pendant très longtemps, les BRICS ont été présentés comme un petit club rigolo. Je vous rappelle encore une fois que c'était simplement un acronyme défini par Goldman Sachs pour parler des marchés émergents. Donc, de façon assez informelle, les marchés qui faisaient plus de 3% de croissance et qui avaient une taille respectable, évidemment, comme l'Inde et la Chine. Mais là, maintenant, Washington nous dit l'élargissement des BRICS, c'est un signal d'alarme. Or, en effet, 6 nouveaux pays ont été admis au sein des BRICS, les Émirats arabes unis, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et l'Arabie saoudite. Et ça permet donc aux BRICS de contrôler Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz, de contrôler davantage de production d'hydrocarbures, aussi bien du pétrole que du gaz naturel. Et puis, dans le cas de l'Argentine, de pouvoir démontrer qu'ils sont devenus un concurrent tout à fait solide au FMI, au système FMI Banque mondiale. Parce que si jamais, après un très grand nombre de refinancements par le FMI de l'Argentine, de la dette argentine, le programme de refinancement des BRICS devait fonctionner, ce qui n'est pas garanti certes, ça démontrerait définitivement aux autres pays émergents que le programme de refinancement des BRICS est davantage compétitif que le système FMI Banque mondiale, ce que d'ailleurs Dominique Strauss-Kahn avait voulu éviter. Donc les BRICS ont commencé à présenter à nouveau des prototypes de monnaie papier. On sait qu'elles seront indexées sur le panier de devises, donc roupie, yuan, rouble et réal. Donc ce seraient les 4 R, roupie, rouble, renminbi, parce que le yuan c'est le renminbi, et le réal, et le rand, les 5 R, pardon, le rand, donc voilà, le rand de la monnaie sud-africaine qui continue à avoir de grandes réserves d'or. Et les Émirats arabes unis contrôlent une très grande fraction du marché de l'or africain. Donc, dans ce contexte, c'est pas étonnant qu'on voit l'Arabie Saoudite et la Chine, d'une part, jarter leur dette américaine. Alors, on voit de plus en plus les bons du Trésor américain être liquidés sur les marchés. Ce sera long, ce sera lent. C'est controversé parce que
Vous savez ce qu'on dit, hein, et c'est le cas d'ailleurs du groupe Altis avec ses bailleurs de fonds, mais il semblerait que ces bailleurs de fonds se soient largement remboursés sur l'influence politique que possède le groupe Altis. Et donc même si Altis possède une dette énorme dont c'est les actionnaires qui vont devoir l'absorber, avec la perte sèche qu'ils vont faire sur leurs actions. Mais les bailleurs de fonds opaques du groupe Altis se sont très largement remboursés par l'influence politique que Altis possède et qui leur a permis d'obtenir des décisions gouvernementales qui ont très certainement profité à ces bailleurs de fonds, n'en doutons pas. Donc, cependant, dans le groupe Altis, comme dans une situation bancaire classique, vous savez ce qu'on dit, quand vous devez 1 000 € à votre banque, c'est votre problème, mais quand vous devez 1 000 milliards, c'est le problème de la banque. C'est vous qui ne dormez pas quand vous devez 1 000 €, mais c'est la banque qui ne dort pas quand vous lui devez 1 000 milliards. Et aujourd'hui, oui, en effet, le fait que les États-Unis doivent autant à la Chine devrait faire en sorte que ce fût la Chine qui ne dorme pas, mais la Chine a des moyens. D'abord, en gardant ses bons du trésor, d'être le FMI 2.0, ce qu'elle est déjà, mais ensuite a des stratégies pour liquider ses bons lentement mais sûrement. Et en face, la solution des États-Unis est d'augmenter les taux, mais tôt ou tard, on va avoir un collapsus face à cette stratégie. Alors, certains analystes disent que ça procède davantage de la stratégie du World Economic Forum, l'agenda 2030, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. À mesure que les États-Unis remontent les taux, soi-disant pour soutenir le dollar ou en tout cas les bons du trésor américain et garantir leur compétitivité à l'achat, eh bien, ce que vous observez, c'est que les prix des loyers augmentent aux États-Unis et vous savez qu'il y a des taux variables, même pour les achats, les crédits hypothécaires. Et donc, vous pouvez tout à fait, aux États-Unis, vous retrouver dans une situation où vous avez financé un crédit immobilier à 2 500 $ par mois et vous retrouvez à 3 700 après refinancement et même une perte d'equity dans la maison. Et on voit de plus en plus de témoignages émerger, notamment sur YouTube et sur les réseaux sociaux, de pères de famille américains qui déclarent qu'ils ont vendu leur voiture ou qu'ils ont mis fin à tel ou tel leasing avec des pénalités parce que les traites de leur maison avaient considérablement augmenté, en tout cas de plus de 50%. Donc c'est marquant ça. Et en effet, c'est devenu de plus en plus difficile d'acheter aux États-Unis. Et c'est dans ce contexte où l'Arabie Saoudite et la Chine bazardent leurs bons du trésor et où les États-Unis augmentent les taux. Mais les uns y voient une fuite en avant avec une collision frontale inévitable. Les autres y voient une tentative de faire passer de force l'agenda 2030 du World Economic Forum. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Là, dans des nouvelles un peu plus générales, je voulais parler des législations européennes sur les Mahama. Donc les Mahama, Meta, Apple, Amazon, l'autre M, c'est quoi, Microsoft et Alphabet, Google. Et donc oui, l'Union européenne a commencé à leur mettre un peu la pression, mais il faut être très clair, de vraies grosses lois antitrust, non. Alors on verra Microsoft lâcher un peu de l'Est, notamment découpler Teams du reste de son offre pour vraiment ne pas prêter le flanc à des accusations antitrust, mais d'une façon générale. D'une part, l'Union européenne est complètement inféodée aux États-Unis sur le plan diplomatique et économique, et on le voit bien avec le fait que les Allemands se sont laissés, pardonnez-moi, mais complètement dominés, pour ne pas utiliser un terme plus sexuel, par les États-Unis quand ils ont fait sauter le Nord Stream. Et la compétitivité allemande aujourd'hui est massacrée, l'Allemagne est en récession. Donc l'Europe n'est pas du tout là pour s'opposer, il faut qu'elle fait quelques petits événements. Puis surtout, et c'est ce que je voulais souligner sur cette dépêche, la dépêche déclare, et elle date du 28 août, les géants du net désormais assujettis en Europe à des règles sans précédent. Oui, mais en réalité, c'est pour justifier la censure. C'est pas du tout pour mettre un coup de pression aux Mahama, pas du tout. C'est pour justifier la censure et dire, voilà, ce n'est pas que les Mahama puissent dire, ce n'est pas de notre faute, c'est la Commission européenne qui nous y oblige. Le Nicaragua et la Chine signent un accord de libre-échange. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a de plus en plus la doctrine Monroe qui est contestée aux États-Unis. Enfin, la doctrine Monroe donc, dispose de ce que les États-Unis considèrent l'hémisphère occidental comme leur précaré. Et en conséquence que toute intervention eurasiatique, alors à l'époque de la doctrine Monroe, la Chine n'était pas du tout une puissance capable de se projeter, donc c'était européenne. Mais en réalité, toute intervention eurasiatique sur le continent américain nord-sud est considérée comme une ingérence grave et comme une atteinte particulière aux intérêts nationaux américains. Et ben aujourd'hui, la Chine s'en fout complètement, intervient au Nicaragua et puis propose même de
doubler le canal du Panama au Guatemala, si ma mémoire est bonne. Lequel canal de Panama est contrôlé par les États-Unis, on le sait, mais également est de plus en plus, ou plutôt de moins en moins praticable, de plus en plus impraticable, avec le fait que certains lacs de retenue s'assèchent de plus en plus régulièrement. Donc ça intéresse de plus en plus la Chine d'intervenir en Amérique centrale. La Corée du Nord, ça devient un gimmick ça, la Corée du Nord, chaque octogone. La Corée du Nord annonce la construction d'un nouveau sous-marin nucléaire. J'aimerais que la Corée du Nord annonçât des mines de graphite pour faire du graphène, l'exploitation des ressources de son sous-sol qui sont estimées à au moins 1 000 milliards de dollars et peut-être jusqu'à 3 000 milliards de dollars. Si le graphène devient un matériau standard au XXIe siècle, comme l'aluminium qui ne l'était pas au XIXe mais l'est devenu au XXe, eh bien les mines de graphite auront encore plus de valeur, mais... Ou bien sûr, si on veut être un petit peu écolo-optimiste, ce que je suis, eh bien, on pourrait aussi utiliser le charbon des déchets incinérés, avec une pyrolyse à très haute température. Mais bon, voilà, le gimmick, la running joke de ces octogones, c'est que géopolitiquement, la Corée du Nord n'a rien d'autre à faire valoir que son arsenal nucléaire. Elle n'a aucune compétitivité. Elle aurait pu envisager, même la culture de son peuple est une culture besogneuse, mais... À chaque fois qu'on parle de la Corée du Nord, elle est en train de monnayer son caractère parasito-nucléaire. Et voilà, donc quand c'est pas je teste un missile, j'annonce un nouveau missile de croisière, ceci, cela, c'est j'ai un nouveau sous-marin nucléaire. Bon, voilà, mais il y aura toujours nucléaire dans la dépêche, quoi. J'espère faire ces dépêches pour longtemps et j'espère que j'attendrai pas trop longtemps et que j'aurai pas trop de cheveux blancs avant que je puisse vous lire une dépêche qui parlera de la Corée du Nord, pas en termes nucléaires. La Chine réduit la taxe sur les opérations boursières pour renforcer la confiance. Très importante cette information, très importante. 2 choses dessus. D'abord, la Chine a une taxe Tobin. C'est tout à fait une bonne chose. Ça évite les manipulations de marché. Vous savez qu'on a les market makers, notamment aux États-Unis comme Citadel, qui se font régulièrement condamner, mais ils prennent seulement des amendes pour manipulation de marché. On reverra d'ailleurs dans les dépêches que Morgan Stanley vient de se faire serrer, encore une fois, pour avoir manipulé le marché, mais c'est pas dit comme ça, c'est-à-dire ils ont manqué à leurs obligations de noter les transactions. Bon, mais il y a 1001 façons de manipuler les marchés financiers. Vous avez les FTD, les Fail to Deliver. Vous avez donc la Threshold List qui mesure les actions qui ont été Fail to Deliver. C'est en particulier quand vous vendez à découvert, vous êtes censé produire l'action que vous avez vendue à un moment. Et quand vous avez des Fail to Deliver, ça prouve que le marché a été truqué. Mais quand vous avez des actions qui restent sur la liste des FTD très longtemps, rien ne se passe. Et au pire, quand ils se font serrer, il y a une petite amende et on n'en parle plus. Parce que ces market makers sont des influenceurs politiques majeurs, de grands donateurs, aussi bien au Parti démocrate qu'au Parti républicain. Mais en Chine, pour éviter les manipulations du trading haute fréquence, pour éviter d'autres manipulations et aussi pour gagner de l'argent, soyons clairs, l'État avait mis en place une taxe Tobin et c'est une très bonne chose. Mais du coup, cette taxe Tobin lui permet d'avoir une marge de manœuvre et lui permet de, en cas de crise majeure, avec la crise immobilière chinoise qui continue, qui reste une crise systémique, Evergrande États-Unis a fait faillite. Bien sûr, le gouvernement chinois a renfloué Evergrande Chine, mais attention, un renflouement chinois, c'est très très brutal. Ça signifie que le conseil d'administration va quand même ramasser et peut quand même se retrouver mis à l'écart, puni pénalement. Enfin, c'est pas du tout comme les redressements à l'américaine où là, les types se versent des bonus immédiatement et vont claquer tout ça en prostiputas et en cocaïne. Non, c'est pas comme ça que ça marche en Chine. Mais tout de même, ça prouve que la crise immobilière est beaucoup plus grave que ce que l'on avait dit. Maintenant, les paroles de Xi Jinping restent assez réalistes. Il disait, voilà, la Chine n'est pas un lac, c'est un océan, donc c'est normal qu'elle ait de grosses vagues. Sur le long terme, la croissance chinoise va demeurer, c'est certain, mais on peut faire un parallèle avec l'Inde dans le contexte où vous savez que l'Inde vient de changer son nom en Bharat. C'était quelque chose qui avait notamment été voulu par Jaggi Vasudev alias Sadhguru. Et Bharat, c'est un nom très ancien, ça remonterait selon certaines sources à 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ce n'est pas un nom colonial, donc vous avez beaucoup de pays qui ont changé leur nom, comme le Myanmar pour la Birmanie, comme le Vanuatu pour les Nouvelles-Hébrides, et donc maintenant comme Bharat pour l'Inde, puisque c'est officiel, c'est pas simplement une intention. L'Inde a réellement changé son nom en Bharat, qui vient donc de la proto-racine indo-européenne qui a donné Ber et qui a donné Berda en slave, qui veut dire enceinte. Donc ce serait une racine pour les initiés beaucoup plus puissante que Inde, qui est une racine, en tout cas
cas un terme qui a été utilisé par les empires coloniaux. Eh bien, si on compare la Bharat à la Chine, c'est vrai que dans les années 50-60, les deux États avaient un PIB comparable, mais qu'ensuite la Chine a pris une envolée post-Deng Xiaoping, où son PIB est devenu extrêmement détaché et non corrélé à celui de l'Inde. Mais la position de personnes comme Nassim Nicolas Taleb, que d'ailleurs Narendra Modi a rencontré, et que l'antifragilité de l'Inde est supérieure, mais elle vient au prix d'une moins bonne optimisation de la croissance. La croissance chinoise est optimisée dans une mécanique extrêmement bien huilée, avec des pièces qui s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres, mais la conséquence de cette précision au micron-près, c'est qu'un grain de sable, à l'échelle chinoise bien sûr, peut enrayer la machine. Et c'est ce que l'on a vu, la construction et l'immobilier sont des moteurs de la croissance chinoise. Cependant, ce moteur étant extrêmement emboîté avec précision, eh bien, il peut s'enrayer plus facilement, alors que la croissance indienne est bien plus chaotique, mais en conséquence, elle absorbe le hasard et l'incertitude plus facilement. Donc, le contexte où la Chine réduit les taxes sur les opérations boursières pour renforcer la confiance, c'est un contexte où l'Inde prend vraisemblablement son envol.